libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Bien, donc nous sommes en direct des studios de RDI Guyane. Luc Germain, toujours de chez lui. Et il reçoit aujourd'hui Stéphane Lambert. Bonjour Luc. Oui, bonjour Marc. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane Lambert. Bonjour Monsieur Germain, bonjour à tous, bonjour la Guyane. Bien, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui, notamment puisque vous êtes expert comptable. Alors, c'est un point de vue qui nous intéresse à plusieurs titres. Le premier, nous sommes dans une situation paradoxale où la France entre en plein déconfinement, donc avec une tentation d'ouverture, alors que le coronavirus, lui, monte en puissance en Guyane et donc devrait avoir une incidence contraire. Alors, première indication, est-ce que l'évolution du Covid-19 en Guyane peut inverser le chemin qu'on commençait, enfin l'ouverture timide qui commençait à avoir lieu en Guyane? C'est la grande crainte. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, à contre-temps, la Guyane découvre beaucoup de cas de Covid-19 et que le grand risque, c'est qu'on aille vers un éventuel reconfinement, ce qui serait évidemment catastrophique pour nos entreprises et pour l'activité de chacun également. Donc là, la grande crainte est là et j'espère que le civisme de chacun fera que, avec le respect des gestes barrières, nous n'allons pas vers ce reconfinement. Encore une fois, aura cette fois-ci, ce serait comme un troisième choc. 2017, 2 mois de Covid-19 et reconfiné, là, ce serait extrêmement difficile pour nos entreprises et moralement très très dur. Ça a déjà été dur, croyez-moi. Alors, je parlais d'une situation paradoxale entre la Guyane et la France, mais en Guyane, il semble très difficile d'avoir une vision à peu près complète ou correcte des effets du Covid-19 sur l'économie, la vie des entreprises. Alors, il y a deux courants. Grosso modo, certains disent, à l'exception du tourisme, donc hôtellerie, restauration et des transports, l'impact a été relativement limité. Un autre point de vue, lui, s'appuie sur le fait qu'il y a eu du dégagement de petites entreprises qui ne s'est pas vu, et en fait, on risque d'assister à une crise beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, pour moi, c'est assez clair. Effectivement, il y a des secteurs où on voit tout de suite l'étendue des dégâts, comme le tourisme, qui a commencé à perdre beaucoup de choses dès le mois de février, par exemple. Pour les autres entreprises, il faut bien comprendre que notre tissu économique est surtout composé de petites entreprises et qu'elles n'ont pas les moyens ni la stratégie comme font les grosses que l'on entend sur les ondes de Air France, Airbus, Renault, pas la capacité d'anticiper et ne sont pas moteurs en définitive de ce qui va se passer. Et aujourd'hui, les grands groupes prévoient de licencier, prévoient de réduire. Nous, nos TPE ne vont pas réagir comme ça parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. On va être en conséquence comme un château de cartes, comme un effet domino, mais progressif. Ça, c'est un premier point qui va faire que dans les 6-9 mois, on va voir l'étendue des dégâts. On ne va pas le voir aujourd'hui, c'est clair. Sauf sur ce qui est complètement évident, encore vous l'avez cité, tourisme, par exemple, et culture. Mais pour les entreprises, entre guillemets, classiques, pour les autres entreprises, ça va mettre beaucoup de temps. Et en plus, connaissant le tissu économique, le chef d'entreprise va essayer de résister, va essayer en espérant que la trésorerie va rentrer, que ça va s'améliorer, mais il va essayer de tenir. Il ne va pas anticiper véritablement. Et malheureusement, lorsqu'il ne pourra plus, il ne pourra plus. Donc, son banquier, à un moment donné, va dire « je coupe les vivres, eh bien, je ne peux plus payer. Je ne peux plus payer mes salariés, je ne peux plus payer mes fournisseurs. » Bon, les charges sociales, ça fera bien longtemps. Enfin, ce sera l'étape d'avant, c'est classique. Alors, et donc, on va se retrouver progressivement en plus avec un autre effet domino, c'est que toutes les petites entreprises qui vont devoir s'arrêter de payer, arrêter éventuellement leur activité parce qu'ils ne recevront plus de matière, eh bien, vont également ne plus payer les autres entreprises. Donc, si on fait la synthèse, c'est là qu'on va partir. Très bien, Stéphane Lambert. Si on fait la synthèse, vous n'êtes pas très optimiste. En fait, on sent bien que, enfin, de votre point de vue, il semble se dégager une logique qui est celle que les petites entreprises, celle du bas de l'échelle économique en Guyane, vont souffrir. Ah oui, je pense qu'elles vont souffrir. Très difficile à mesurer l'effet parce que c'est encore une fois, c'est un maillage global qui va faire que d'autres entreprises en
santé correcte vont avoir des difficultés parce qu'ils ne seront pas payés par d'autres entreprises guyanaises. Et que ça, c'est très, très, très dur à anticiper et qu'on ne connaît pas la dynamique. On a un point positif quand même en Guyane, il faut le dire. C'est que le plan de relance 2017 commence progressivement à se mettre en place. Et donc, on a de la commande publique par le bâtiment essentiellement ou quasi exclusivement, et que ça va amener du travail pour au moins un pan de l'économie. Ça va peut-être servir d'amortisseur à la chute. Alors, je vous propose, je vous propose d'examiner la situation du point de vue. Alors, vous évoquez le plan d'urgence, qui bien sûr, le plan les accords de Guyane de 2017, et maintenant du plan d'urgence avec les dispositifs qui ont été mis en place. Alors, on va commencer par le fonds de solidarité. On va essayer d'examiner couche par couche. Sur le fonds de solidarité, avez-vous connaissance du nombre de dossiers qui ont été traités? Alors, je n'ai plus les stats qui ont été transmises par la DERFIP ou par l'État. Ces statistiques étaient, entre guillemets, mauvaises, dans le sens où, par rapport au nombre d'entreprises, par rapport à notre niveau d'activité, si je veux comparer avec les autres outre-mer, nous avions un taux d'utilisation qui était à peu près 2 fois inférieur à ce qu'il aurait dû être. C'est-à-dire que les entrepreneurs ne sont pas allés le chercher suffisamment. Pour quelle raison? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué à déterminer. Il y a des raisons psychologiques. Il y a un problème de confiance avec disant, ce qui vient de l'État, j'y crois pas. Ce qui vient même de la CTG sur le prêt d'urgence, je n'y crois pas, donc je ne vais pas aller chercher. Il y a aussi, c'est pas très simple. Il y a eu beaucoup dans le plan d'urgence. C'était quelque part presque bien fait par l'État. Il y a eu beaucoup de dispositifs de trésorerie, sachant que Solidarité, l'activité partielle sont là des aides presque en subvention, je dirais, qui ne sont pas remboursés en tout cas. Mais tout ça, c'était pas très simple à percevoir pour les petits chefs d'entreprise qui ont nécessité beaucoup d'accompagnement. Mais ça, tout le monde n'est pas accompagné en Guyane. Ça, c'est une vraie problématique. Si je prends ma casquette chambre de métier, là, on a beaucoup de petits chefs d'entreprise, d'artisans, qui ne connaissent pas les dispositifs, qui sont quand même complexes, qui ont été assouplis au fur et à mesure. Ça, c'est l'erreur classique faite par les grandes administrations, à défaut d'être le gouvernement, c'est de mettre en place un dispositif et de l'assouplir, de le rendre possible en plusieurs étapes. Mais qu'est-ce qu'on retient? On retient, c'est pas pour nous, la première sortie. Voilà. Après, il reste toujours des points difficiles. Il faut être à jour de ses cotisations sociales, peut-être ou l'attester, pour avoir droit au fonds de solidarité. Et on sait qu'une entreprise sur 2 n'est pas complètement à jour. Voilà. Donc ça fait quand même quelques milliers d'entreprises, Stéphane Lambert, si on vous écoute, entre celles qui ont renoncé parce que, en raison de la complexité administrative, et celles qui n'étaient pas à jour, qui ne sont pas à jour de leur cotisation sociale et fiscale, c'est par milliers d'entreprises qu'on peut les compter. Est-ce que, au décompte, en imaginant dans le meilleur des cas que la reprise se fera progressivement jusqu'à la rentrée, c'est-à-dire pendant la saison sèche, est-ce qu'au décompte, on ne va pas avoir plusieurs milliers d'entreprises sur le carreau? C'est le risque. Alors, encore une fois, le chef d'entreprise guyanais, le petit chef d'entreprise, a tendance à aller jusqu'au bout, à tenter jusqu'au bout, avoir une résilience et ne pas aller déposer le bilan. Pour lui, déposer le bilan, c'est pas un outil de gestion, c'est plus proche, on va dire, une honte. Personne ne veut déposer le bilan en France, et encore moins en Guyane. Donc, je pense que les gens vont essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, si les vents sont favorables, si la reprise par le bâtiment fonctionne, et si, peut-être qu'on va limiter la casse. Mais j'en suis pas sûr. La grande chance, c'est la grande chance. Le constat, c'est que avant la crise du Covid, la Guyane était en train de redémarrer assez sérieusement. Création de 6% d'emplois l'année dernière dans le secteur privé, c'est quand même pas rien. 6%, c'est quand même colossal. Donc, en partant avec 6%, en partant avec un plan de relance de 2017 qui commence à se mettre en œuvre, peut-être qu'on va amoindrir la casse. Mais tous ces éléments larvés de petites entreprises qui n'étaient pas très solides ou d'entreprises qui ne vont plus avoir d'activité ou qui sont des sous-traitants d'entreprises qui sont directement exposés, eh bien, toutes celles-ci vont vraiment avoir des difficultés. Alors, je ne vais pas faire de pronostic. Est-ce qu'on aura des centaines d'entreprises qui vont devoir arrêter? Est-ce que ce sera des milliers? Franchement, j'en sais rien. Il va y avoir aussi des secteurs qui vont mieux marcher qu'avant, marginalement. Il y en a.
Ok, si on prend maintenant le prêt à taux zéro, on va dire le prêt territorial mis en place par la CTG et les communautés de communes de 8 millions, 8 millions 7 à peu près, à un moment donné, on estimait que c'était une goutte d'eau dans un océan. Est-ce que c'est une confirmation ou est-ce que, ainsi que vous le dites, finalement, il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui se soient précipitées, sauf celles qui étaient déjà structurées? Alors là, on a eu je participe à la commission d'attribution et il y a eu un engouement au début, très très rapide. Au début, on a vu que on ne pourrait pas fournir. Donc il a été décidé, d'ailleurs, on va servir que les petits dossiers et pas les grosses demandes. On était de 2005 à 50 000 euros, donc on a limité à 10 000 euros. Et là, on se trouve, suite aux instructions, aux difficultés, à la façon d'être mis en place, à un process qui, malgré tout, pour des raisons normatives, fait que c'est assez long. Eh bien là, on est dans un effet de ralentissement. Je pense que ce prêt, maintenant, on va repartir à partir du moment où les paiements vont pouvoir se faire et que ça va se savoir, et qu'on va pouvoir consommer l'enveloppe à peu près normalement, mais que sur des petits dossiers. Alors, c'est une goutte d'eau peut-être de 1 500 à 10 000 euros pour certains, mais je peux vous assurer que pour beaucoup de petites entreprises, c'est pas une goutte d'eau, c'est effectivement important. Donc ça, c'est une expérience qui a été mise en place. Mais la prochaine fois, parce que c'est la troisième dispositif que je vois comme ça, je crois savoir maintenant comment il faut le monter pour être encore plus efficace. D'accord. Alors, pour les entreprises, oui, je parle d'un secteur qu'on a du mal à appréhender, c'est le secteur informel. Il y a un raisonnement qui se tient, c'est que l'effondrement de la partie basse de l'économie marchande va mettre en compétition les tenants de l'économie informelle qui vont se trouver face à face avec des gens qui viennent de l'économie marchande. Est-ce qu'on ne peut pas craindre là aussi un effet de crise qui retentisse là maintenant dans les sociétés? Et je parle des sociétés de différentes communautés, que ce soit sur Cayenne ou sur le bord des fleuves. Oui, effectivement. Et là, on peut avoir une crainte que beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises retombent dans l'informel et on a tout un travail à faire sur ces entreprises qu'on va appeler tangentielles, qui sont à la limite de la légalité, qui sont aujourd'hui du bon côté, mais qui ont tendance à retourner peut-être dans l'informel parce qu'elles ne peuvent plus respecter les règles du jeu. Et pour ça, on a fait des propositions en la matière par la Chambre de métier pour avoir tout un package d'accompagnement pour que ces entreprises-là puissent rester dans le droit chemin et au contraire aller chercher les entreprises de l'informel. Il faut bien voir aussi que les jobbers, eux, sont très ennuyés pendant cette crise parce qu'il n'y a pas les minima, et puis ils n'ont pas pu travailler, d'où des mesures d'assistance alimentaire faites par certaines communes pour permettre de les accompagner. Parce qu'on en est à pouvoir manger, quoi. Mais effectivement, c'est un combat. Ça fait de très nombreuses années qu'on se bat pour sortir de l'informel et que cette crise risque d'être très négative en la matière et d'amener plus d'entreprises vers l'informel parce que c'est quand même plus simple d'être dans l'informel, c'est clair. Alors, si on passe au niveau supérieur, je pense aux prêts garantis par l'État. Alors là, il peut y avoir deux possibilités. Les entreprises, généralement, celles qui ont accès étaient plus structurées. Mais la question qui se pose est de savoir si les banques, avec la charge de travail supplémentaire qui résulte du traitement de ces dossiers, est-ce que les banques ont pu répondre, comme le souhaitaient les entreprises? Est-ce qu'elles ont pu répondre parce qu'elles avaient les effectifs? Avaient-elles les ressources nécessaires? Et finalement, est-ce que ça n'a pas conditionné l'échec ou alors la réussite de ce dispositif? Ce dispositif est un demi-échec. Encore un dispositif où la Guyane, où les entreprises guyanaises ont peu demandé de PGE. Le taux de réussite n'est pas mauvais parce qu'effectivement, il n'y a que les entreprises qui étaient à peu près sur l'avoir qui ont été les demandées. Donc ça, on peut dire que ça a à peu près fonctionné. Mais si toutes les entreprises avaient été demandées ce PGE auprès des banques, ça aurait été très très difficile. Il faut bien comprendre que les banques, elles, ont été confinées pendant 2 mois également, qu'elles n'ont aucun intérêt direct, en tout cas économique direct, à accorder ces prêts puisqu'elles ne gagnent rien dessus, ça leur donne un travail administratif. Le seul intérêt pour elles, c'est d'éviter de voir leur fonds de commerce disparaître. C'est-à-dire que les entreprises déposent le bilan les unes après les autres. Donc là, effectivement, ce dispositif fonctionne assez bien pour les entreprises structurées et qui ont une bonne santé financière, parce que je tiens à rappeler
que la garantie de l'État est quand même, faut aller la chercher. La banque ne sera couverte que si elle envoie son client, son entreprise, en cessation de paiement, donc en dépôt de bilan. Sinon, la garantie de l'État ne joue pas. Donc c'est quand même la garantie de l'État, c'est si on veut. Donc il faut pouvoir monter un dossier financier qui montre qu'on a la capacité de remboursement. Hein. Et si on n'a pas cette capacité-là, évidemment, ça ne vaut même pas le coup de présenter un dossier. C'est ce qui s'est passé. Et on a eu trop peu de dossiers de présentés. Enfin, je trouve qu'on aurait pu aller nettement plus loin. C'est un dispositif qui aurait dû être à 2 étages. Un étage pour les TPE, beaucoup plus simple, pas tout à fait par un prêt, mais par un dispositif plus simple, pour alléger la charge administrative des banques et surtout assouplir ces conditions de garantie pour que la banque les accorde sans être obligée là aussi de faire jouer une garantie par un dépôt de bilan qui est une procédure lourde, vexatoire pratiquement, voilà, et qu'aucune banque n'a envie d'appliquer. On voit bien les difficultés. Lorsque vous, par exemple, vous avez été favorable à des facilités de caisse ou à des dispositifs comme ceci, est-ce que ça aurait été une solution selon vous? Pour moi, oui, c'était ça. C'est une solution de ce type-là qu'il fallait mettre en place. Il fallait un dispositif qui nécessitait moins de papiers administratifs à remplir, donc une facilité de caisse, c'est très bien. Et de l'autre côté, une mise en jeu de la garantie beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour les prêts qui vont jusqu'à, 50 000 euros. Et je pense que l'État est toujours en train de raisonner avec des boîtes du CAC 40 et pas en train de raisonner avec nos TPE qui, avec 50 000 euros de PGE, 100 000 euros, voilà. Et pour eux, c'est royal. Ça leur permet, pendant une année, parce que le PGE, c'est avant tout une année. Après, ça se complique. Ça devient plus cher, mais ça permettait quand même de garder le moral. Si un point sur lequel on n'a pas évoqué, c'est le point de vue du moral du chef d'entreprise. Le business, c'est la confiance. La confiance, c'est le moral. C'est un peu la même chose. C'est pas pour rien que l'IEDOM calcule tout le temps l'indice de confiance des chefs d'entreprise. Je sais plus le terme exact. Oui, le climat des affaires. Le climat des affaires. Ouais. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'expert comptable, nous, on a travaillé énormément pour accompagner les entreprises. Le moral, c'était très, très dur. Vous savez, moi, j'ai des collaborateurs, je pense notamment à une collaboratrice, qui n'en pouvait plus, qui finit en larmes parce qu'elle a eu du mal à supporter tous ses clients, tous ces gens d'entreprise qui, eux-mêmes, des chefs d'entreprise, des personnalités quand même, enfin, des gens qui ont un peu, ces personnes qui étaient également en larmes. Enfin, des gens qui voient que leur entreprise va y passer. Et on a eu, pendant au moins un mois, avant qu'on nous annonce le 11 mai le déconfinement, on a eu une période de dépression collective, je dirais, à 100% des personnes, mais très lourde des chefs d'entreprise. Et ça a pesé énormément. Si on reste sur cette tendance-là parce qu'on est reconfiné, parce que les plans de relance ne se mettent pas en place, parce que les politiques au niveau local n'avancent pas comme il faut, si les écoles ne rouvrent pas, donc les salariés ne peuvent pas venir bosser correctement, et ainsi de suite, eh bien, s'il n'y a pas le moral, c'est là qu'on va faire l'écart sur le nombre d'entreprises qui vont déposer, le non-renouvellement des contrats à durée déterminée, des intérimaires et les non-embauches. Voilà, c'est là qu'on va commencer à voir la spirale. Stéphane Lambert, il y a une autre. Les Américains ont leur falaise. Hein. Vous savez, à la fin de chaque année budgétaire, il va falloir payer les fonctionnaires et ils vont se mettre d'accord. Là, en Guyane, et comme en France d'ailleurs, on va avoir la falaise administrative, et je parle notamment des cotisations sociales et fiscales. Alors là aussi, il se prépare quelque chose qui peut être malheureusement une deuxième vague, qui sera liée au Covid, mais pas seulement. Comment les entreprises peuvent-elles aborder d'ici 3 mois le remboursement ou le paiement à nouveau de cotisations fiscales et sociales qui ne seront pas assises sur des recettes, puisque celles-ci n'ont pas eu lieu? C'est une bonne question. Effectivement, il y a plusieurs points. Il y a des entreprises qui avaient déjà des dettes antérieures, et il y a des entreprises qui ont maintenu leurs salariés et ont donc des charges à payer au titre de la période de confinement et de la période actuelle. Parce que même si on n'est plus confiné, l'activité n'est pas repartie à 100% pour beaucoup d'entreprises, loin s'en faut. Et donc là, on a une véritable difficulté pour pouvoir payer les charges. Je dirais que il faut distinguer les charges antérieures qui, elles, ont été payées par certaines entreprises et pas pour d'autres. Il n'est plus question, à notre sens, pour des raisons d'équité, de ne pas payer les charges antérieures. Mais il est question de les étaler sur une longue période. Ça me paraît jouable.
c'est un peu la même réponse qu'il faut apporter pendant la période actuelle. Alors, on a vu que pour les secteurs qui ont été dans l'obligation de fermer, plus les hôtels, qu'il y a un différé. Il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de souci et que ça va être abandonné, carrément abandonné pour cette période-là, ce que je trouve assez légitime. Par contre, pour les entreprises classiques, on a un vrai souci. C'est que il faudrait pouvoir les étaler, c'est une chose, mais ça suffira pas. Nous, on pense que pendant la période de Covid, il faut annuler les prélèvements fiscaux et sociaux pour tout le monde. Surtout si on a un deuxième choc Covid là dans les semaines qui viennent. Oui, mais sachant que l'État, on n'arrivera pas à s'en sortir. Sachant qu'après, que l'État, oui. Non, je disais, Stéphane. Il faut mettre en place, ce qu'on réclame depuis des années, une loi cadre sur une LODEOM véritablement renforcée, telle que c'était prédestiné en 2017. Et qu'il nous faut une stabilité là-dessus, quelque chose d'équitable. On a proposé des outils qui permettent d'étaler les charges sur plusieurs années, mais par un outil financier privé, pour que la CGSS ne soit pas perdante. Ce serait d'ailleurs même un système pour financer l'ensemble des mesures que l'on demande à l'échelle de la Guyane. Alors, quel est cet outil? Est-ce que c'est une production originale de la Guyane? Est-ce que vous l'êtes, vous, en tant que rédacteur du fameux plan Marshall qui est en gestation? Ou est-ce quelque chose, c'est une idée qui traverse l'ensemble des départements d'outre-mer et pourquoi pas l'Hexagone? Là, c'est une proposition que je ne connais qu'en Guyane, qui est de dire qu'un organisme financier paierait l'ensemble des dettes sociales de l'entreprise, enfin des entreprises d'une façon générale, pour lui accorder un crédit sur une durée qui vont aller sur 7 années. C'est quoi le raisonnement? C'est-à-dire que si aujourd'hui je n'ai pas pu payer mes charges sociales antérieures, qui se sont éventuellement accumulées, ça sert à rien de demander un plan d'étalement sur 6 mois, sur 1 an. J'ai déjà du mal à payer mes charges sociales actuelles et c'est pas avec la crise que ça va s'améliorer. Donc, je ne pourrai pas assumer le remboursement des sommes antérieures. Il faut arrêter de rêver et arrêter de faire des plans qui ne sont jamais appliqués, des plans d'appurement jamais appliqués. Donc là, l'idée, c'est de l'étaler sur une période beaucoup plus longue, sur une période probablement de 7 ans, environ cette durée-là, qui permettra à toutes les entreprises beaucoup plus facilement d'honorer leur paiement, leur dette, avec remise des pénalités, des intérêts de retard, comme ça se fait en principe à cet égard-là. Ça permet de conserver aussi la justice par rapport aux entreprises qui, elles, ont payé. Et ça permet aussi à la CGSS, finalement, d'encaisser aujourd'hui des sommes payées par une entreprise financière privée, des sommes que la CGSS n'entendait pas encaisser aujourd'hui. Et donc, nous, on demande que cet excédent d'encaissement, finalement, qui se porte à plusieurs dizaines de millions d'euros, puisse être, en contrepartie, permettre de financer, justement, des aides, des abattements de charges sociales et fiscales pour permettre le redémarrage de l'économie guyanaise. Parce qu'il y a, semble-t-il, deux objections qui ne manqueront pas de vous être faites. La première, c'est que l'État a quand même besoin de rentrée fiscale, et ça va concerner le pays. Et deuxièmement, des prêts à 7 ans, c'est quand même une anticipation sur la santé des entreprises qui n'est pas garantie sur une période aussi longue. Autrement dit, c'est faire un crédit sur quelque chose qui est rien moins qu'incertain. Voilà, mais deux réponses là. L'État, au contraire, est gagnant. C'est le système privé qui finance, et ça permet de rajouter de l'argent dans les caisses de l'État financé par du crédit privé. Et deuxième chose, aujourd'hui, ce sont des sommes qui, pour une grande partie, ne seront pas payées de toute manière. Donc là, on peut très bien imaginer cet étalement avec une partie de garantie pour le cas où il y ait des défaillances. Donc, assurer un niveau de remboursement d'un certain niveau. Là, il y a une négociation à faire. On sait à peu près que la CGSS n'encaissera que 50% de ces sommes, et à peine. Donc, si elle est payée de 100%, là, l'État serait vraiment énormément gagnant, je dirais presque trop gagnant. Et donc, il y a de quoi alimenter un fonds de garantie, un fonds de solidarité en la matière, qui permettrait à la banque de prendre ce risque. Alors, quel est l'écho de cette proposition au sein des organismes sociaux et au sein de l'État aussi? Alors, là, le point a été évoqué, mais je n'ai pas le retour auprès de DGPOCOP maintenant, enfin l'ex-DIEC, mais je n'ai pas eu de retour depuis. On l'a évoqué il y a une quinzaine de jours à peu près. Bien, alors donc, combien de temps faudra-t-il attendre pour qu'on puisse faire un point
relativement précis sur l'économie et faire un état des lieux sur l'étendue de la crise économique, Stéphane Lambert. La rentrée de septembre, ça vous paraît raisonnable ou faut-il encore attendre davantage? En septembre, on n'aura pas de visibilité. Il faut 6 à 9 mois pour voir l'étendue des dégâts de ces entreprises qui ne pourront pas payer. La plupart des entreprises vont se débrouiller. Le chef d'entreprise essaye toujours de se débrouiller. Donc, ça va être, il y a des indicateurs qu'on verra. Le niveau d'intérim, ce genre de choses, éventuellement. Mais une chose peut en cacher une autre. Moi, je parie qu'on va avoir du manque de personnel dans le bâtiment, mais qu'on va être excédentaire dans les autres branches. Et donc, il y a des choses qui vont se masquer. Voilà. Mais je pense qu'on verra l'étendue des dégâts que vers la fin de l'année. Comme vous dites, prenons le bâtiment, c'est assez intéressant comme point de vue parce que ce sont apparemment les moins touchés puisque des programmes ont été issus des accords de Guyane, ont été mis en place et se déploient maintenant. Mais on a aussi toute cette partie basse du BTP qui, je parle des petits artisans qui, eux, subissent de plein fouet la crise. Donc, j'ai quand même l'impression que les plus grandes entreprises, bon, les grands groupes, on les connaît, qui sont installés ici, s'en tirent, mais que les petites, elles souffrent et ça crée pas. Alors, est-ce que ça ne crée pas une opportunité pour que les grands groupes déploient leur assise sur la Guyane au détriment des petites? Oui, c'est pour ça qu'on demande de l'accompagnement, qu'on essaye de faire en sorte que les artisans se regroupent dans des coopératives, par exemple. Et c'est tout à fait ça. C'est que ceux qui sont outillés, qui peuvent anticiper, qui peuvent organiser, qui obtiennent les marchés, ont plus de latitude que leurs sous-traitants. Parce que ce qu'on voit bien, c'est que par des allotissements de marché qui sont trop restrictifs, bien, c'est toujours ça a tendance à être les grands groupes, en s'associant ou pas, mais qui obtiennent les marchés. Et qu'ensuite, les artisans et les TPE sont toujours sous-traitants de premier, deuxième, voire troisième rang. Et que ça, qui mène la danse, c'est celui qui a le marché. Donc là, on a demandé des acomptes, des parts de sous-traitance plus importantes, des parts de TPE plus importantes dans chaque marché, pour qu'il y ait certaines symbioses qui se forment entre les grands groupes, enfin les grandes entreprises, ou les groupes belles PME guyanaises, et les plus petits. Voilà, il faut apprendre à travailler ensemble, c'est clair. Sinon, c'est celui qui mène le jeu qui gagne. Oui, mais Stéphane Lambert, si on ne crée pas un cadre réglementaire assez précis sur les fameuses garanties de l'allotement des marchés, et est-ce que ce cadre-là offre une garantie suffisante pour que les TPE puissent fonctionner, puissent avoir part au marché, à ces gros marchés? Il y a eu un peu d'amélioration avec la loi EROM, avec des possibilités pour les donneurs d'ordre de demander des parts réservées aux TPE, mais c'est insuffisant. Et aujourd'hui, même dans le tissu, je dirais, des donneurs d'ordre, il manque de connaissances en la matière, il manque peut-être aussi de volonté. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que chacun fasse des efforts dans les administrations au sens très large pour que justement allotir davantage. Je sais que c'est plus compliqué. Il y a pas beaucoup de maîtres d'ouvrage qui ont envie d'avoir 30, 40 ou 50 entreprises à gérer. Ils préfèrent avoir une entreprise globale qui a ses sous-traitants. C'est évident. Mais là, il faut demander aux maîtres d'ouvrage d'imposer on ait ce découpage, ce maillage, parce que l'économie guyanaise, sinon on va passer encore à côté, quoi. Tous ces grands projets, on l'avait avec le pas de tir Ariane 6, ce genre de choses, ou Soyouz, où à chaque fois, il y a quoi, 15% qui retombent dans l'économie guyanaise. Alors, à ce propos, Stéphane Lambert, quand on arrive aujourd'hui, alors je ne demande pas de faire une conclusion définitive, mais on voit bien ce que l'économie guyanaise va perdre. C'est clair, elle va perdre en densité, elle va perdre des entreprises, peut-être des savoir-faire éventuellement. Comment peut-elle évoluer au regard du coronavirus? Est-ce que certaines opportunités, malgré tout, se sont manifestées? Est-ce qu'une réorientation de l'économie vous paraît, possible à partir de les données dont on dispose aujourd'hui? Alors, je crois que le Covid-19 peut être une opportunité. Est-ce que c'est possible? C'est plus possible, je pense, maintenant d'aller vers une véritable stratégie de développement. Certes, plus de personnes sont conscients qu'il faut bouger les choses, qu'il faut sortir du rail actuel qui ne nous mène pas très loin, et encore moins en Guyane. Et peut-être que c'est l'opportunité d'aller vers une stratégie de développement avec nos valeurs à nous, avec nos objectifs à nous, vers une vision à 20 ou 30 ans,
qu'il faut définir, décliner et mettre en place. Alors c'est très compliqué, on le voit localement, ça marche pas bien. Là aussi, j'ai participé à la commission ad hoc là sur suite à 2017 pour qui n'a même pas défini pour moi le projet Guyane, mais qui a simplement permis d'avancer sur sur le changement statutaire, mais pas sur le contenu. Je crois qu'à chaque fois qu'on veut avancer quelque part, on pense à prendre le pouvoir, mais on ne veut jamais élaborer pourquoi on veut le prendre et qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça qui nous manque. J'espère que le Covid-19 permettra peut-être à plus de personnes de prendre conscience qu'il nous faut un cap, une stratégie, des valeurs pour travailler, avancer et prévoir, recréer des liens plus intelligents, plus positifs, traiter mieux toutes ces externalités qui nous pourrissent la vie et qui nous rendent dépendants du reste, et que ça pourrait être un espoir pour mieux rebondir, mais je parle de rebondir sur une période de 10 ou 20 ans pour construire un avenir qui ait vraiment du sens, beaucoup de valeur pour le bien-être des Guyanais. Alors, en attendant cette échéance, Stéphane Lambert, vous êtes concerné par le volet économique du futur plan Guyane. On voit bien, et on comprend très bien également que la partie politique, donc institutionnelle, qui devait accoucher d'un statut à la carte, là, au mois de juin, juillet, ça a été reporté. Mais est-ce qu'on peut avoir une certaine visibilité sur l'échéance pour que sorte le projet économique, qui est le versant entrepreneurial du plan Guyane? Là, moi, je maîtrise pas les délais, mais effectivement, moi, je vois, je suis un peu, ça manque de réaction au niveau des décideurs guyanais pour travailler sur un projet Guyane. Je parle d'un projet du contenu, je parle pas du cadre, et que je finis par penser que peu importe le cadre qu'on prenne, il faut vraiment prendre un autre cadre pour pouvoir passer à l'étape d'après, qui est passer à l'étape du contenu, ce qui n'est pas, c'est comme ça, c'est pas forcément logique. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir tel ou tel cadre pour pouvoir avancer, mais puisqu'on refuse, on peut dire qu'on refuse d'avancer tant qu'on n'a pas changé de cadre, quoi. Donc la thérapie va passer par un changement de cadre pour pouvoir définir ce qu'on veut mettre dans le cadre. C'est peut-être un peu dommage de perdre année sur année et la population augmente et nos emplois n'augmentent pas et on ne crée pas la richesse, la vraie valeur dont on a besoin en Guyane en attendant. Une grande spécialité que de perdre du temps par absence de décision, absence de volonté. À quand un visionnaire en Guyane? La question va rester en suspens, Stéphane Lambert, à moins que vous ayez des je noms. pense. Pour l'instant, je n'en ai pas tout à fait à l'esprit. C'est en suspens et je pense qu'il y a plus que 3 points de suspension. Bien, on vous aura compris. Je vais laisser la parole à Marc s'il a des questions ou des questions d'auditeurs avant de nous quitter. Marc, vous avez la parole? Non, Luc, il n'y a pas de questions d'auditeurs, donc tu peux aller vers une conclusion. D'accord. Écoutez, moi, je tiens à remercier, je vous remercie tous, bien entendu, d'avoir été présents. Merci à Stéphane Lambert pour son éclairage, qui, je pense, a permis de dégager un certain nombre d'éléments sur la situation économique et qui invite chacun, je pense, à rester prudent et mobilisé dans une éventuelle reprise de l'activité qui apparemment ne sera pas aussi importante et aussi rapide qu'on le pense. En tout cas, Stéphane Lambert, merci beaucoup. Merci à tous. Guyane. Voilà. Merci et merci à ceux qui nous ont écoutés. Stéphane, je vous rends l'antenne. Bonne journée à tout le monde. Merci Luc Germain. Au revoir Stéphane Lambert. On se retrouve donc jeudi pour un prochain À vrai dire. Vous écoutez RDI. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4